Merci à tous donc de nous rejoindre. La CNIL, donc en septembre de cette année, nous a livré son dernier jeu de recommandation donc sur les applications mobiles. Elle a été fidèle à ses habitudes sur ce sujet puisque ces recommandations ont été le fruit d'une période de consultation publique liée à tous les intervenants, toutes les parties prenantes de l'industrie de faire part de leurs inquiétudes, de leurs commentaires sur le projet qui avait été, lui, livré en 2023. Donc, il y a eu 1 an de travail derrière et qui nous fait aboutir en bout de course à un document de 98 pages, donc qui est un peu lourd, pas forcément rédigé dans une prose agréable ou en tout cas facile d'accès. Et ce qui fait que c'est un peu la raison de ce webinaire aujourd'hui. C'est de simplifier un petit peu le propos. Alors, pas le simplifier à l'extrême sans nuance, mais en étant peut-être plus dans un côté pragmatique, aussi faire émerger des éléments actionnables pour que cet exercice de mise en conformité sur les applications mobiles soit réalisé de la façon la plus simple possible. Donc, je vais laisser les intervenants peut-être se présenter dans l'ordre dans lequel vous apparaissez, messieurs. Donc, Willy, Sébastien et Guillaume. Bonjour à tous, Willy Michalef, je suis associé du cabinet Bird & Bird dans le département Tech and Data et impliqué depuis maintenant une dizaine d'années sur toutes les problématiques de la tech. Bonjour à tous et merci de nous accueillir Didomi pour ce webinaire. Bonjour à tous, je suis Guillaume Tollet, directeur exécutif chez 55. 55, c'est une société spécialisée en data marketing, en collecte, analyse et data science. Et à titre personnel, j'ai 3 spécialités, la stratégie sur les données, la technologie sur les données et la conformité. Bonjour à tous. Et bonjour également. Alors moi, je m'appelle Sébastien Gantou, je suis le fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Digital DPO. Comme notre nom l'indique, nous sommes Data Protection Officer externe. Je travaille notamment dans les médias et la publicité en ligne. Je suis le DPO de Didomi et je suis également animateur d'un groupe de travail sectoriel de DPO qui collabore aux travaux de la CNIL pour les éditeurs de contenu en ligne. Merci à Didomi de nous accueillir effectivement et merci à tous d'être présents. Eh bien, merci à tous les 3 surtout. Et puis, je vais peut-être me présenter aussi. Donc, je suis le Chief Privacy Officer chez Didomi. Je ne présente pas Didomi parce que j'imagine que si vous nous avez rejoints, vous nous connaissez déjà. Je vais passer rapidement sur l'agenda. Alors, on voulait commencer par quelque chose qui n'est pas directement en lien en fait avec les recommandations de la CNIL, mais qui a suscité quelques inquiétudes chez nos clients. Et donc, on voulait l'aborder rapidement, surtout parce que ça se présente aussi dans l'univers mobile. Donc là, je parle donc de l'Apple Distraction Control, qui est une nouvelle fonctionnalité disponible dans iOS 18. Donc, l'idée, c'est de ne pas y passer beaucoup de temps, mais simplement d'apporter un petit éclairage sur ce sujet. Après quoi, on passera directement on entrera dans le vif du sujet en regardant les recommandations de la CNIL avec nos experts présents aujourd'hui. Et puis, on essaiera de comprendre les objectifs poursuivis par la CNIL. C'est toujours un peu utile de comprendre quels sont les objectifs poursuivis par n'importe quel régulateur pour mettre en place un plan de conformité. Et d'ailleurs, dans une dernière partie, on verra comment un plan de conformité, de mise en conformité peut être établi, en sachant que il reste quelques mois avant puisque la CNIL a annoncé, sans donner de date précise, une vague de contrôle qui commencera au printemps prochain. Je devrais aussi dire qu'à la toute fin de cette présentation, on aura du temps laissé pour les questions. Donc, on essaiera d'y répondre. Il y a un onglet qui vous est accessible questions, donc il vaut mieux mettre les questions directement dans l'onglet questions plutôt que dans le chat, ce qui nous permettra de les voir en fin de présentation. Voilà, Sébastien, peut-être que je te laisse la main. On va d'abord donc parler
Distraction Control d'Apple. Alors, il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité disponible dans iOS 18. Pour ceux qui ne l'ont pas encore sur le radar, ce que permet de faire cette fonctionnalité, c'est de retirer ou de masquer des éléments d'une page. Ça peut être du contenu, mais ça peut aller un peu plus loin. Ça peut notamment faire disparaître les pop-in d'inscription à une newsletter, par exemple. Ça peut aussi permettre de retirer des publicités. Et ça peut enfin, on l'a vu dans certaines vidéos qui ont été publiées avant la mise en place de cette fonctionnalité, ça peut aussi retirer les fenêtres de consentement. Et d'où l'inquiétude de nos clients, puisque sur un plan de monétisation, ça peut être problématique déjà d'une part de ne pas pouvoir obtenir un consentement, mais aussi directement si on retire les publicités, le contenu publicitaire sur un site, ça peut poser des problèmes de monétisation. Voilà. Cela étant, notre analyse à ce stade, c'est qu'il y a un impact vraiment limité de l'Apple Distraction Control pour des raisons très simples. C'est que d'une part, c'est un exercice très manuel qui doit être reproduit sur chaque site. Donc vraiment, il y a une série d'étapes à suivre pour retirer le contenu. En plus de quoi, une fois, et Apple là-dessus est très clair, puisque au moment où on utilise cette fonctionnalité, il y a un petit disclaimer qui apparaît. Apple précise que effectivement, c'est pas permanent. Ça veut dire que quand on se représente sur le site un peu plus tard, potentiellement ce contenu va réapparaître. Ce qui rend l'exercice donc vraiment très manuel pour les utilisateurs, et on peut à ce stade considérer que d'une part, Apple a très peu communiqué sur cette fonctionnalité, donc je pense que la plupart des utilisateurs de iOS aujourd'hui sont même pas au courant que cette fonctionnalité existe dans Safari. Mais d'autre part, il y a tellement d'étapes à mettre en place sur le sujet que on peut imaginer que finalement l'Apple Distraction Control devient une distraction et donc est finalement assez peu utilisé par les internautes. Sébastien, Guillaume, je crois que vous aviez des commentaires, enfin des choses à ajouter, un point de vue sur le sujet. Alors du coup, je vais prendre la main, Guillaume, si ça ne t'ennuie pas. Ma principale préoccupation par rapport au Distraction Control, au-delà du fait que pour l'instant, ce n'est qu'une fonction qui est en test et qui est difficilement accessible, c'est de me dire qu'il faut absolument qu'on arrive à veiller à ce que l'ensemble des efforts qu'on a fait maintenant depuis 5 ans avec la mise en place du RGPD sur la fourniture auprès du public d'une information de qualité qui nous permet ensuite de pouvoir justifier de base légale, notamment au travers des consentements, et donc d'agir au sein des environnements mobiles ou web, que l'ensemble de ces informations-là ne soient pas perturbées par le Distraction Control. Autrement dit, et si j'avais à le dire plus rapidement, nous avons l'obligation de fournir des informations au public et de collecter des consentements pour procéder à certains traitements de données. Cette obligation-là ne doit pas être entravée par un dispositif mis en place au sein du terminal. Donc, c'est mon principal point d'attention par rapport au Distraction Control. Yep. Moi, je compléterai plus sur la partie technologique. Aujourd'hui, moi, je suis en total accord avec ce que tu viens de dire, Thomas. C'est un dispositif qui est aujourd'hui très confidentiel, très peu utilisé, mais qu'il faut quand même garder en tête, car on sait très bien que Apple aime bien souvent élargir le reach de ses fonctionnalités en mettant à jour un OS 19.20 qui viendra très prochainement. Donc, vous l'avez dans le radar, vous savez que ça existe. Aujourd'hui, pas d'inquiétude parce qu'effectivement, c'est très peu utilisé, c'est très manuel, et à garder dans un coin de la tête pour l'année 2025 et à monitorer dans votre veille conformité tech data. Voilà. Ouais. Et puis je pourrais peut-être ajouter sur ça que les associations de l'industrie publicitaire en tout cas sont un peu vent debout
contre cette fonctionnalité, pas tellement pour l'impact qu'elle peut avoir aujourd'hui, mais plutôt sur l'impact qu'elle pourrait avoir si ça devenait un peu plus automatisé. Donc l'IAB France, par exemple, qui a écrit une lettre ouverte à Tim Cook pour faire bouger les lignes. Donc je ne sais pas si il l'a vraiment lu, mais en tout cas, ça pose un problème de concurrence aussi à Apple. Et donc, on peut imaginer qu'on en restera à cet état de fait pendant quelques temps. Voilà. Je propose qu'on passe à la suite. Sébastien, cette fois-ci, vraiment, je te laisse la main. Ok. Ça marche. Donc là, on va vous parler de ce que l'on a appelé le décodage des recommandations de la CNIL. Donc, comme vous le disait Thomas tout à l'heure, cette recommandation, c'est un document complexe à appréhender pour deux raisons notamment. D'abord, du fait de sa structure. Il y a quand même un ensemble de choses sur différents acteurs qui présentent dans différentes parties des éléments qui sont à prendre en considération. Mais sachant que vous verrez tout à l'heure, on vous le présentera, il y a des parties qui sont dédiées à certains acteurs et ça permet du coup de pouvoir se guider. Donc, du fait de sa structure d'abord et ensuite du fait du volume d'informations qu'il contient. Donc, il y a un premier point important dont l'affichage m'a étonné à la publication, c'est que la CNIL dit que l'environnement mobile présente plus de risques que le web pour la confidentialité et la sécurité des données. C'est une des premières fois, voire la première fois que la CNIL l'exprime ainsi et aussi clairement et avec autant de force. Et donc le 24 septembre, la CNIL a officialisé sa recommandation finale. Son objectif, c'est d'aider les professionnels à concevoir des applications mobiles respectueuses de la vie privée. Donc on est dans son périmètre d'intervention habituel et ce document est là pour nous guider. Bon, de manière générale, et avant d'aller plus loin, il faut quand même qu'on retienne une chose, c'est que la recommandation a une vocation large. Elle complète la doctrine sur les cookies et les traceurs de 2020. Donc, on vous en parlera aussi tout à l'heure. Au sein de ce document de 98 pages, on a des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques dans l'environnement mobile. Cette recommandation ne cible pas spécifiquement les médias, les annonceurs ou les sociétés de l'adtech, mais elle concerne aussi les éditeurs de jeux, les réseaux sociaux, les applications bancaires, les applications servicielles de tout ordre. Donc, c'est vraiment un document à vocation extrêmement large qui va s'appliquer dans quelques mois. Une fois qu'on a dit ça, on peut se demander aussi pourquoi est-ce que la CNIL apporte une attention particulière à l'environnement mobile. Donc, les mobinautes passent presque 4 heures par jour sur leur mobile. En réalité, c'est 3h37. Il y a 1h30 en moyenne passée sur les jeux, 1 heure sur les réseaux sociaux et 1 heure qui se partagent entre un accès à de l'information, du sport, du shopping, du divertissement, des recherches liées au voyage. Et donc, les applications peuvent collecter beaucoup de données. L'étude qui a été faite par Statista en 2022 porte aussi à 30, moi j'en ai personnellement 120 dans mon téléphone, mais le nombre moyen d'applications qu'on a sur les smartphones. Donc, on a beaucoup d'acteurs qui peuvent collecter des données et les transmettre à d'autres destinataires. Là, normalement, je ne vous apprends rien, mais gardons en tête beaucoup de données, beaucoup de destinataires. Et du coup, avec le RGPD, ça pose la question de l'information nécessaire pour permettre à chacun de justifier les bases légales de son action. Donc, c'est en partie une des grandes raisons de l'attention de la CNIL sur les applications mobiles. Mais pourquoi est-ce que je vous dis que c'est en partie une de ces raisons? C'est que ce n'est pas la seule. À quoi peut-on accéder dans une application mobile? D'abord, on peut accéder aux mêmes données que sur le web. L'IP, des informations sur le terminal, des données d'interaction, tout ça est disponible. Mais en plus, dans les apps, on peut accéder à des données qui sont bien plus intrusives via les permissions. En détail, vous en avez déjà plus ou moins conscience parce que vous avez des pop-up systèmes qui apparaissent, mais une application mobile peut vous demander un accès à votre micro et au son ambiant. Elle peut aussi vous demander un accès à vos photos, à la caméra, des accès à vos contacts, des accès à la localisation GPS en temps réel et accès à des données d'utilisation plus poussées, comportementales, liées à l'attention ou même à des données de santé. L'ensemble de l'accès à ces données est configuré dans le terminal. Et jusqu'à maintenant, la façon dont l'accès à ces permissions était géré, ou en tout cas comment est-ce que juridiquement on le décrivait, c'est assez flou. Et maintenant, la CNIL le précise. Donc, le terme de permission est instauré. Donc, pour les juristes, c'est un nouvel objet juridique dans les recommandations qui est défini, et puis du coup à sa portée.
Et oui, la CNIL reconnaît maintenant un droit de l'OS à collecter une approbation technique. Donc, on ne parlera pas forcément de consentement parce que les critères de cette approbation technique ne respectent pas les conditions de validité d'un consentement tel qu'on l'entend au sens du RGPD. Mais l'OS a le droit de collecter une approbation technique auprès d'un utilisateur pour gérer des permissions et donc un accès aux données que vous voyez affichées dans la slide qui est là. Et cet accès aux données, il se fait soit en vue d'une finalité précise, donc qui devrait être précisée, soit en vue d'une finalité qui sera déterminée ultérieurement au travers d'un consentement spécifique et qui permettra à l'application d'accéder à la donnée. Du coup, ça pose la question d'une articulation entre des permissions techniques qui donnent accès théoriquement à une information et les consentements qui vont être exprimés dans votre CMP à l'intérieur de l'application qui permettront d'utiliser ces données à des fins qui auront été précises, explicitées et déterminées. Donc, il y a un arbre de décision qui se crée et Willy abordera le sujet tout à l'heure. Donc, à ce stade, avant de donner la parole à Guillaume pour parler de la timeline, j'ai aussi besoin de vous dire une chose qui est très, très importante et qu'il faut que vous gardiez en tête. Les traitements qui opèrent des données au sein du terminal sans aucun accès extérieur et à la demande de l'utilisateur ne sont pas concernés par la recommandation. Donc, autrement dit, tout ce que l'application saura gérer en interne, sans sortir de l'environnement applicatif, donc sans externaliser des données en dehors de l'application mobile, ne sont pas concernés par ces repos, donc peuvent être effectués sans avoir à mettre en place la batterie d'éléments de documentation qu'on a vu ensemble. Voilà, Guillaume, je te laisse la main pour parler de la timeline. Oui, tout à fait. Ces recommandations de la CNIL ne sont pas une surprise, hein. Elle avait déjà effectivement, dès 2023, initié un projet de recommandation qu'elle avait soumis après au débat public. Elle avait confirmé dans son plan annuel 2024 que ça allait arriver. La CNIL a tenu ses promesses. Donc le 24 septembre 2024 dernier, elle a publié ses recommandations dédiées à l'ensemble de l'écosystème applicatif. Et comme l'a dit Sébastien, maintenant il faut se mettre en conformité, comme vous l'avez fait en 2021 sur les cookies et autres traceurs et avec la bonne gestion des tags de votre site web pour dans 6 mois, à partir du 24 septembre 2024. La CNIL ne donne pas de date précise pour la mise en conformité. Elle parle plutôt de printemps 2025. Donc voilà, donc si on est pragmatique, on se dit qu'autour de mars, il faut commencer à tendre vers une conformité plus ou moins certaine. En tout cas, au moins avoir un plan d'action de conformité. Et la CNIL a quand même annoncé que dès le printemps, elle va diligenter effectivement un certain nombre d'audits auprès d'un certain nombre d'annonceurs ou publishers. Donc la CNIL, à chaque fois qu'elle annonce ça, elle le fait. Donc maintenant, on est prévenu et on va voir comment aujourd'hui on peut vraiment se préparer, décrypter effectivement l'ensemble de ces recommandations pour être collectivement serein au printemps 2025. Je ne sais pas si Willy, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Je voulais juste rajouter que la CNIL a suivi un modèle de consultation des acteurs assez similaire à ce qu'elle avait fait pour les cookies, effectivement, avant ses recommandations de 2020. Le produit est cependant différent. On a effectivement une approche qui est assez holistique de la mise en conformité, qui comprend d'une partie la mise en conformité aux dispositions relatives aux traceurs, donc l'article 82 de la loi informatique et liberté, mais également une très large part qui est relative à la conformité au RGPD. Et ça a des conséquences aussi en termes de stratégie juridique, et on y reviendra plus tard. Voilà le commentaire que je voulais faire. Merci. Sur cette partie-là, ce qui est très important sur les recommandations édictées par la CNIL sur les applications mobiles, et comme Sébastien l'a introduit, c'est que ça concerne l'ensemble effectivement de l'écosystème de la chaîne applicative. Donc bien sûr, vous, aujourd'hui, pour la plupart, vous êtes effectivement éditeur d'applications. Pourquoi? Parce que vous représentez une marque qui a effectivement un site web et une application qui permet d'interagir avec des utilisateurs, des clients et ou des prospects. Donc bien entendu, cette recommandation CNIL, il faut la lire et vous avez une section dédiée effectivement à la partie éditeur d'application. Mais cette recommandation a une vision beaucoup plus large. Elle concerne aussi
les OS, parce qu'effectivement, la CNIL dit qu'une application fonctionne sur un OS, et donc les OS, on l'a bien vu, ont des permissions techniques, notamment via ATT d'Apple et via des permissions techniques aussi sur Android. Donc, ils sont cités aussi dans cette recommandation, dans la chaîne de valeur. Il y a bien sûr aussi les stores où l'utilisateur va télécharger effectivement les applications qui sont aussi citées. Pourquoi? Parce qu'ils ont un devoir effectivement d'information de l'utilisateur au moment du téléchargement, ça va de soi. Et de manière assez surprenante, il y a effectivement aussi les développeurs qui sont très fortement nommés dans cette recommandation avec une section dédiée. Le développeur est vraiment sanctuarisé, son rôle est vraiment sanctuarisé autour d'un rôle à la fois de conseil et d'alerte auprès de l'éditeur. Que ce soit un développeur interne chez vous, ça peut être votre direction des systèmes d'information, ou que ce soit un développeur externe d'une société SS2I ou d'un freelance. Et ça va être très important effectivement dans l'encadrement contractuel avec les développeurs que vous utilisez aujourd'hui. Ils vont devoir être responsabilisés au regard des développements qu'ils font et de la bonne conformité des développements qu'ils font. Et ensuite, il y a une partie technique qui est abordée dans cette recommandation autour des SDK. Les SDK, c'est des petites librairies de code qui sont intégrées et compilées dans le code global de votre application, qui permettent d'interagir avec des briques servicielles. Typiquement, si vous avez dans votre application une fonctionnalité de géolocalisation, vous avez forcément un SDK d'un partenaire qui permet cette géolocalisation. Par exemple, Google Maps ou l'équivalent effectivement sur Apple. Et on va le voir de manière dédiée, l'ensemble des SDK, comme vous l'avez fait sur le site web avec le listing des tags et des cookies, vous devez les maîtriser et vous devez contrôler la collecte de données associées à ces SDK. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce schéma-là? C'est que c'est vraiment tout l'écosystème qui est impliqué dans la recommandation de la CNIL. Et ce qui est plutôt bien fait, je trouve, dans la pagination de la CNIL, c'est que si vous êtes par exemple éditeur d'application, vous avez une section qui est dédiée, vous pouvez lire que celle-ci par exemple, et à la fin, vous avez une checklist de ce que vous devez vérifier. Donc bien sûr que les recommandations de la CNIL font 98 pages, c'est assez indigeste, mais vous pouvez déjà rentrer dedans en fonction de votre rôle et responsabilité au sein des applications et lire au minimum la section qui vous est dédiée. Et maintenant, on va enchaîner sur comment on peut comprendre les objectifs de la CNIL et les attendus de la CNIL. Et je repasse la main à Sébastien et à Willy. Alors, tout au long du projet d'élaboration des recommandations, la CNIL a affiché 3 objectifs majeurs qu'on va aborder séquentiellement. Le premier, c'est de clarifier et d'encadrer le rôle de chaque acteur de l'écosystème. Et l'idée, c'est de partager les responsabilités entre chacun des acteurs que vient de vous présenter Guillaume. Il y a des exemples précis qui sont donnés et on va les détailler après. Ça va permettre de matérialiser les obligations respectives et les conditions d'exercice des traitements. Et ce point sera encadré dans les contrats. L'objectif ici, c'est d'apporter de la sécurité juridique entre les acteurs, mais aussi de créer l'opposabilité dont a besoin la CNIL pour ses futurs contrôles. Le second objectif, c'est d'améliorer l'information des utilisateurs sur l'utilisation de leurs données. Alors ça, c'est un fondement du RGPD, c'est très classique pour tout le monde. L'idée, c'est d'améliorer l'information des utilisateurs. Alors pour pouvoir le faire, il faut d'abord constituer une information et ensuite être en mesure de la restituer. Donc ce premier travail conduit à essayer de rendre des traitements qui peuvent être éventuellement complexes aussi clairs, accessibles que possible et surtout de le présenter au bon moment dans l'application avec le bon environnement d'ergonomie de manière à pouvoir justifier ensuite une base légale des traitements. De manière assez similaire à ce qui se passe sur le web, il va falloir présenter une information générale avec des informations spécifiques par finalité pour pouvoir ensuite obtenir un consentement qui sera jugé être non contraint. Et ça, c'est le dernier objectif de la CNIL, c'est de s'assurer que le consentement sera éclairé et non contraint. Donc, encore une fois, ce n'est pas une nouveauté, mais attention à ceux qui n'affichent pas encore de CMP dans leurs applications mobiles. Il va falloir le faire.
La CNIL, du coup, rappelle l'obligation d'obtenir un consentement pour traiter des données qui ne sont pas nécessaires à leur fonctionnement. Tout à l'heure, Willy parlait de l'article 82 de la loi informatique et liberté. C'est le cœur de cet article, en fait, qui présente l'obligation de consentement pour le traitement des données de communication électronique, sauf si la donnée de communication électronique permet de faciliter la communication ou si elle est strictement nécessaire à l'exercice, au service, à la demande expresse de l'utilisateur. Et donc, du coup, il est important de maintenir cet environnement de conformité et de le déporter si jamais vous ne l'avez pas encore fait ou de le traduire par analogie dans l'environnement mobile par rapport à ce que vous faites sur le web. Et notamment à des fins de ciblage publicitaire, puisque le ciblage publicitaire est encore une fois montré en exemple dans la recommandation comme étant un ensemble de traitements qui doivent faire l'objet d'un consentement. Donc, dans la reco, on retrouve les conditions de validité du consentement, l'impératif de mettre en place une CMP pour la publicité en ligne et donc de loguer des consentements et des preuves de leur validité. Donc, toujours pour mémoire, le consentement et au travers d'une CMP, il est prouvable, il est univoque, libre, spécifique, éclairé et retirable aussi facilement qu'il a été donné via des mécanismes d'implantation de la CMP et d'ergonomie de cette interface au sein de votre application, de manière à faire en sorte que l'on présente les bonnes informations au bon moment. Je ne vais pas aller plus loin ici. La seule nouveauté sera la manière dont le consentement et dont le recueil du consentement peut s'articuler avec le système des permissions techniques. Et donc ça, on en reparlera tout à l'heure et notamment Willy vous donnera des informations complémentaires. Je te passe la main sur la qualification et le rôle des acteurs, oui? Oui, avec plaisir. Merci Sébastien. Donc, un des grands apports de cette recommandation, c'est de effectivement donner des recommandations extrêmement pratiques sur comment se mettre en conformité non seulement à l'article 82 de la loi informatique et liberté sur le consentement aux opérations d'accès de lecture dans le terminal, mais aussi de manière plus globale au RGPD. Et lorsqu'on veut se mettre en conformité avec le RGPD, la première question cruciale à se poser est le rôle de l'organisme que l'on représente au regard des traitements de données personnelles. Et l'autorité française se mouille. Elle vous donne son avis sur des use cases assez précis qui impliquent les différents acteurs de la chaîne de valeur et le rôle qu'elle estime cet acteur avoir dans le cadre de traitement usuel. Donc, si vous prenez par exemple le cas d'un éditeur d'application, la CNIL considère qu'elle sera responsable de traitement lorsque, par exemple, l'éditeur collecte les données de l'utilisateur, par exemple son nom, son prénom, son adresse de livraison notamment, afin de gérer son compte, mais aussi de fournir des services via l'app. Donc ça, ce sont des traitements très RGPD. Et puis, elle sera aussi responsable des opérations de traitement liées à la lecture ou à l'écriture sur le terminal mobile de l'utilisateur, notamment lorsqu'elle aura accès au capteur ou au contact, lorsque ces opérations sont réalisées pour son propre compte. Donc là, on sera dans une logique de responsable de traitement distinct. Elle envisage aussi le cas où l'éditeur d'application peut être responsable conjoint du traitement et notamment avec le fournisseur de SDK qui a aussi une place importante dans cette recommandation dès lors que l'éditeur et le fournisseur de SDK décident ensemble des finalités et des moyens pour, par exemple, effectuer un suivi des utilisateurs à des fins de profilage publicitaire. Ça concerne les éditeurs. Pour les développeurs d'app, ce qui est intéressant, c'est que la CNIL elle-même dit que dans un certain nombre de cas, le développeur d'app, il n'a aucune responsabilité au regard du RGPD. Pourquoi? Parce qu'il n'intervient ni en qualité de responsable de traitement, ni en qualité de sous-traitant, ni en qualité de responsable de traitement conjoint. Il ne se borne qu'à fournir un code, une application, une brique logicielle. Mais attention, elle envisage aussi des cas où le développeur d'app a une responsabilité. Il peut être notamment responsable de traitement lorsqu'il réutilise les données pour son propre compte, notamment lorsqu'il veut améliorer ses propres services, ou alors la sécurité d'autres applis, pas celle de son client.
le développeur d'app peut aussi être un responsable conjoint avec l'éditeur d'app lorsqu'ils déterminent ensemble le pourquoi et le comment certaines données sont utilisées. Et enfin, il peut également avoir cette casquette de sous-traitant. Et enfin, pour le fournisseur de magasins d'applications, là, on envisage deux cas possibles. Là où il est responsable de traitements distincts, lorsque par exemple il suit les installations d'appli ou le comportement des utilisateurs au sein de son magasin et pour son propre compte. Et on envisage aussi dans cette reco qu'il puisse être un responsable conjoint de traitement avec le fournisseur notamment de systèmes d'exploitation lorsqu'il décide conjointement effectivement de certains traitements, notamment s'agissant de l'analyse des performances de l'app ou de l'engagement des utilisateurs. Donc tout ça, et Sébastien l'a très bien dit, ça a des conséquences en termes de conformité au RGPD et notamment en termes de contractualisation. Et notamment la relation responsable de traitement sous-traitant trigger, elle engage la mise en place d'un contrat de sous-traitance conforme à l'article 28. Et vous avez aussi une conséquence de la relation de responsable de traitement conjoint sur le plan contractuel, puisque là aussi, le RGPD vous impose d'avoir un contrat qui alloue notamment les responsabilités de chaque responsable de traitement conjoint au regard de la conformité au RGPD. Donc, cette guidance est très utile, en tout cas pour les organismes, et doit être prise en compte dans leur plan de mise en conformité. Et là, on est bien sur un sujet très RGPD. Donc voilà les quelques mots que je voulais dire sur la qualification du rôle des acteurs. Et Sébastien, je te repasse la main, à moins que Guillaume, tu veuilles dire quelque chose sur les responsabilités des acteurs. Ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, je pense qu'il faut, sur la partie développeur, c'est quelque chose qui est remis au goût du jour par la CNIL et qui sanctuarise effectivement un rôle. Mais globalement, si vous avez déjà des développeurs aujourd'hui qui sont professionnels, qui font bien leur travail, ils vont pas être surpris parce qu'ils ont forcément un rôle à jouer au niveau de la recette applicative, de la recette unitaire du code qu'ils développent et qu'ils mettent en production. Ça vient juste, on va dire pour moi, entériner un processus normal et du rôle de développeur. Ça peut faire un peu peur effectivement à brûle pour point comme ça lorsqu'on lit, mais je trouve ça logique au regard effectivement de la complexité technique des applications et qu'au final le rôle du développeur soit quand même mieux précisé par la CNIL. Ça collectivement, ça encadre mieux effectivement ses prestations, son rôle de conseil et les rôles et responsabilités associés. Alors, une fois qu'on a parlé de qualification du rôle des acteurs, cette qualification va entraîner un impact sur la responsabilité qu'ils doivent exercer. Il faut mettre en place des éléments qui découlent des recommandations ou de la vision qu'a la CNIL des traitements qui vont être opérés. Et ces éléments vont, comme on le disait tout à l'heure, soit être des obligations qui découlent du document, soit des recommandations que la CNIL effectue et donc auxquelles vous pouvez déroger si jamais vous justifiez le fait que vous ne les respectez pas, ou bien des bonnes pratiques qu'elle propose et que vous pouvez décider d'adopter ou pas. Nous en avons sélectionné quelques-unes. Les principales sont pour vous dans cette slide. Alors, on a focalisé sur les éditeurs d'applications, les développeurs d'applications et les fournisseurs des cas. Donc, dans un premier temps, pour les éditeurs d'applications mobiles, le principe est l'application du concept de privacy by design. Et généralement, il l'est d'ailleurs pour les trois acteurs. Le premier point, c'est d'abord de renforcer la documentation interne, notamment en travaillant entre équipes techniques et la personne ayant en charge la casquette de la protection des données. Et ça découle directement de ce que vient de dire Guillaume. Du coup, travailler cette documentation interne, faire en sorte qu'elle soit proposée en cas de contrôle ou disponible en cas d'audit de vos partenaires, c'est important. En écho avec ce que disait Willy, la contractualisation, alors j'avais prévu de vous dire devient obligatoire, mais en réalité elle l'était déjà, mais là maintenant c'est écrit, avec et entre tous les acteurs, donc avec les développeurs, avec les partenaires, avec les fournisseurs de SDK, il faut maintenant contractualiser dès lors qu'on introduit des éléments des uns ou des autres ou qu'on procède à des traitements de données avec les autres au sein de l'environnement des applications mobiles.
Pour vous aider à la compliance et à la mise en conformité de vos applications mobiles, il y a des grilles de vérification qui sont proposées. Alors là, dans cette slide, on les a précisées dans la colonne des éditeurs d'applications mobiles, mais il faut savoir qu'elles sont présentes pour tous les acteurs et elles vont permettre à chacun des acteurs de vérifier que les autres ont bien procédé aux différentes diligences et donc aux différentes analyses préalables qu'ils doivent faire pour être en conformité. Donc, ce qu'il faut retenir des grilles de vérification, c'est qu'elles fournissent un socle minimal de questions à adresser dans le cadre de vos projets et qui seront du coup à documenter et à utiliser dans votre documentation et à présenter en cas de contrôle. Dernier point pour les éditeurs d'applications qu'on a souligné, c'est l'application du DSA. Donc, depuis l'année dernière, le Digital Services Act est rentré en application et faites très attention car il vous interdit de traiter des données personnelles sensibles ou de cibler des mineurs dans le cadre de la publicité ciblée. Donc, si jamais aujourd'hui vous n'aviez pas de limite dans la gestion de vos applications mobiles, il est urgent de le changer et de mettre ces éléments en conformité avec la réglementation actuelle. Et les éditeurs d'applications mobiles, bien évidemment, au-delà de cette recommandation, doivent continuer à respecter le RGPD et les préconisations habituelles dans la doctrine de la CNIL. Donc, ça veut dire qu'il faut minimiser les données, bien vérifier la validité du consentement, permettre une information claire et transparente des personnes, gérer les durées de conservation. Bon, j'en passe, c'est assez classique, mais en gros, il n'y a pas de nouveauté sur cette partie-là, mais il ne faut pas se limiter à la doctrine et il faut aussi pouvoir trouver une conformité globale liée à des traitements qui peuvent se passer en dehors des applications mobiles. Pour les développeurs d'applications, en miroir des obligations du publisher, il faut contractualiser, donc du coup avec le publisher, et surtout tracer les instructions des éditeurs d'applications. Donc ça se passe au travers des spécifications, comme le disait Guillaume. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Quand je demande à quelqu'un de travailler pour moi, en général, je lui dis ce que je veux qu'il fasse. Mais pour le coup, la CNIL demande à ce que les choix qui vont être effectués par la suite et qui potentiellement peuvent changer les spécifications, dès lors qu'ils concernent la protection des données ou la sécurité des données, soient formalisés et soient validés par l'éditeur. Donc autrement dit, il va falloir mettre à jour petit à petit les spécifications initiales pour avoir une documentation qui soit en phase avec le produit qui est développé et l'application qui est éditée in fine. Et dans ce cadre-là, le développeur est en charge des tests et il va donc vérifier que les traitements qui sont réalisés par les SDK sont bien ceux qui figurent dans la documentation qui est fournie par les SDK et qu'ils sont bien cohérents avec les instructions que lui a donné l'éditeur. Donc, c'est en cela que, même si ce n'est pas nouveau, et comme le disait Guillaume, on passe de la bonne pratique de développement et de tests sur la réalisation d'une application mobile à une norme qu'il convient de respecter avec des instructions qu'il faut documenter et du coup des tests qu'il faut documenter. Donc ça augmente le niveau de responsabilité juridique du développeur, même si peut-être que ça ne l'augmente pas en pratique. En tout cas, ça la rend de manière homogène, ça l'oblige à travailler avec un niveau de qualité qui est assez important, car il doit s'organiser pour documenter la conformité en relation avec les personnes en charge de la compliance. Donc imaginons que j'ai un logiciel qui me permette de suivre tous mes développements et mes mises en production, mais il va falloir aussi que je m'arrange pour que les contenus soient indexés et accessibles pour qu'une personne qui devrait documenter juridiquement ou réglementairement les traitements qui sont effectués puisse accéder à ces informations. Donc, ça introduit une couche de communication ou éventuellement un impact sur la gouvernance dont Guillaume vous parlera tout à l'heure. Et le dernier couloir, c'est les fournisseurs d'applications, les fournisseurs de SDK, pardon. Donc, l'objectif au travers de cette recommandation, c'est d'éviter l'effet boîte noire qu'on avait préalablement. Donc, on demande aujourd'hui aux fournisseurs de SDK d'informer les éditeurs d'applications et les développeurs d'applications des traitements qui seront proposés par les SDK. Donc, il faut qu'ils fassent préalablement le point sur leur qualification, donc comme on en parlait tout à l'heure avec Willy, leur responsabilité vis-à-vis des traitements. Ils font le point sur leur qualification avant de commercialiser un grand nombre d'acteurs leur SDK pour qu'ils soient intégrés dans des applications. Et ensuite, au cas par cas, donc via des contrats, ils vont faire valider par l'éditeur, lors de chaque implémentation, les traitements auxquels ils vont procéder au sein de l'application. Dans ce cadre-là, la CNIL demande qu'à minima, il y ait des registres de traitement RGPD qui soient fournis par les fournisseurs de SDK. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, article 30 RGPD, 8 éléments descriptifs des traitements qui seront à fournir dans le cadre des annexes, des contrats ou de la documentation en ligne qui sera fournie par les différents acteurs.
avec une attention particulière, c'est que cette documentation qui est fournie aux éditeurs d'applications, les publishers d'applications, pardon pour cet anglicisme, donc cette information, elle doit être maintenue à jour. Donc si jamais elle est mise en ligne et fournie en ligne, il faudra qu'il y ait une information qui soit fournie en cas de changement en ligne des conditions de réalisation des traitements. Donc ça, c'est pour les éléments à minima, et à titre de bonne pratique, la CNIL nous explique que en parallèle des traitements de données à caractère personnel liés au RGPD qui vont être menés par les acteurs, qui seront à donner dans un registre, elle demande ou elle exprime le fait qu'il serait bien que des registres du même type soient fournis pour les opérations de lecture et d'écriture, de manière à avoir le même niveau de documentation et de description des traitements qui seront réalisés dans la partie données personnelles et dans la partie communication électronique. Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que, compte tenu du fait que l'écrit de la CNIL, et peut-être que Willy, juste après, tu pourrais nous en dire un mot d'ailleurs sur cette partie-là, que l'écrit de la CNIL est un acte de doctrine souple, il crée un environnement de réglementation qui est à respecter. Et donc, à partir du mois de mars de l'année prochaine, ne pas demander ces éléments de conformité deviendra potentiellement un motif de manquement et d'engagement de la responsabilité de l'éditeur de l'application. Voilà, je te passe la main, Willy. Très bien. Merci. Effectivement, je vais poursuivre avec une explication des limites de la recommandation pratique, mais aussi quelques points d'attention pour que vous ayez une vision qui soit non seulement opérationnelle, mais aussi qui comporte une dimension de stratégie juridique pour vous mettre en conformité. Alors, tout d'abord, et je vais rebondir sur ce que Sébastien a abordé et sur déjà la nature juridique de cette recommandation, c'est effectivement un acte de droit souple. Il n'est pas en tant que tel juridiquement contraignant. Cependant, on connaît bien la doctrine de la CNIL sur ce point. Par exemple, sur la question de la sécurité, dans tout un tas de décisions qui ont d'ailleurs été confirmées par le Conseil d'État, la CNIL explique que ces lignes directrices, ces recommandations en matière de sécurité ne sont pas juridiquement contraignantes, qu'elles ne sanctionnent jamais directement sur ce fondement. Elles sanctionnent sur le fondement de l'article 32 du RGPD, mis en lumière par ces lignes directrices qu'elle considère être un reflet utile de l'état de l'art. Et bien là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'en tant que tel, ce document, il n'est pas juridiquement contraignant. Cependant, il est évident que dans sa stratégie de contrôle, ce document constituera son référentiel d'appréciation, d'évaluation de la conformité des organismes. Alors ça, c'est la première question. Ensuite, il y a la portée territoriale de ce document, notamment pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont des activités qui dépassent le seul territoire français. Alors, c'est un document qui, je vous l'ai dit, a un scope différent des lignes directrices et de la recommandation qu'on avait eue sur les cookies il y a quelques années. Pourquoi ? Parce que, certes, en partie, elle vient aussi interpréter l'article 82, la loi informatique et liberté sur les traceurs, dans le contexte des applications mobiles, mais de manière très large, elle va détailler et préciser sa doctrine sur les registres de traitement, le rôle des acteurs, le privacy by design, les droits des personnes au sens du RGPD, et donc sa compétence variera lors des contrôles selon le focus qu'elle va faire sur certains points de sa recommandation. Et notamment, si elle parle seulement des opérations d'accès et d'inscription d'informations dans les terminaux des utilisateurs, elle pourra agir comme une autorité compétente localement dès lors qu'elle sera face à un organisme qui aura un établissement en France. Et vous ne pourrez pas lui dire « Ah mais attention, je suis effectivement un organisme dont l'autorité chef de file n'est pas la CNIL, c'est ce qu'on appelle le mécanisme du guichet unique, et donc vous n'êtes pas compétente pour me contrôler seule et directement ». Ce ne sera pas possible. Là, elle aura une compétence, tout à fait établie pour contrôler ces opérations. Par contre, pour la partie qui concerne le RGPD, notamment s'il y a un problème sur le respect du droit d'accès ou droit d'effacement, eh bien là, on sera dans une
compétence qui est déterminée par le RGPD. Et un organisme qui opère dans plusieurs États de l'Union européenne pourra dire, sur cette question, vous ne pouvez pas nous contrôler seul, vous ne pouvez pas déterminer seul la sanction. Et donc, on pourra là actionner la carte du guichet unique et faire intervenir une haute autorité chef de file. Mais en tout état de cause, ce dont on est sûr, c'est que la CNIL suivra de près l'application de cette doctrine, même lorsqu'une autre autorité sera impliquée dans le process. Donc, c'est pour ça que je veux relativiter la portée seulement nationale de cette doctrine. Dans la mesure où, en plus, la CNIL est avant-gardiste, c'est la seule à avoir eu des recommandations aussi détaillées sur ce sujet. Ensuite, et je reviens sur ce qui a été dit par Guillaume et Sébastien, un rôle fort est placé sur les développeurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rôle clé dans la conformité globale des opérations de traitement dans l'environnement des applis mobiles. Et j'y reviendrai sur la partie droite de la gauche, de la slide, pardon. Et ensuite, vous avez effectivement, comme elle l'a fait par le passé, certains écrans de consentement qui devront être intégrés dans les CMP visibles sur les applis mobiles, avec une évolution notable, ce qui avait été indiqué comme permis dans les lignes directrices sur les cookies, c'est-à-dire une possibilité d'avoir un continué sans accepter en haut à droite, eh bien, ça ne sera plus permis. En tout cas, ça n'apparaît plus dans les lignes directrices qui concernent l'environnement des applications mobiles parce que, semble-t-il, la CNIL a considéré qu'il y avait une utilisation bien trop extensive de cette possibilité parce qu'elle permettait en réalité, en pratique, d'arracher beaucoup plus de consentement. Donc, on voit une petite évolution de la doctrine sur ce point. Et puis enfin, il y a cette question de l'articulation entre ce qu'on appelle les permissions techniques, c'est-à-dire le seul accès, par exemple, aux photos de l'appareil qui sont décorrélées d'une finalité de traitement, avec effectivement une demande de consentement qui est conforme au RGPD. Et la CNIL dit que les deux doivent être, articulés parce que les permissions techniques n'ont pas pour objet premier de répondre à une obligation juridique, c'est-à-dire soit l'obligation de collecter un consentement au traceur ou un consentement RGPD. C'est une bonne pratique, mais ça ne répond pas à une obligation réglementaire et ça doit donc être bien articulé avec les consentements demandés au sein de l'application pour effectivement traiter des données soit parce qu'on tombe dans le champ d'application de la législation traceur, soit parce qu'on tombe dans une obligation de recueil d'un consentement prévue par le RGPD, notamment parce qu'il y a de la prospection commerciale ou des données sensibles. Et donc, la partie droite, c'est une vision de l'articulation possible de ces deux concepts. Et voilà, j'en ai terminé et je passe la main à la suite. Merci beaucoup. J'espère que pour le moment, vous avez bien compris qu'est-ce que la CNIL attendait de vous sur la partie application mobile. Vous avez bien compris, on va dire, les grandes lignes de ces recommandations. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On doit être prêt pour le printemps prochain et on a une matière qui est compliquée à appréhender, qui sont les applications mobiles. Si aujourd'hui, je vous pose une question qui est très simple, combien de SDK avez-vous dans votre application? Je pense que pas beaucoup de gens peuvent me répondre à quelques SDK près la bonne réponse. Et ça, c'est le problème, c'est le point de départ. C'est qu'aujourd'hui, collectivement, il y a une moins bonne maîtrise des applications mobiles. Et pourquoi il y a une moins bonne maîtrise des applications mobiles? Parce que tout simplement, c'est plus complexe. Et c'est plus complexe pour trois raisons. Tout d'abord, il y a une complexité liée à la gouvernance. Vous avez, vous, certainement, deux assets digitaux principaux, votre site web et votre application mobile. Dans 90% des cas et des entreprises, ce ne sont pas les mêmes équipes qui gèrent les sites web et les applications mobiles. Dernièrement, vous avez beaucoup travaillé sur votre site web, le recensement des cookies, des tags, de votre CMP, avec l'équipe du site web.
Mais je suppose que vous ne l'avez pas fait de manière aussi approfondie avec l'équipe applicative. Et ça gère de la complexité en termes de gouvernance parce que ça rajoute du travail et ça rajoute effectivement une obligation d'aller voir d'autres équipes qui sont souvent des équipes plus techniques liées à la DSI ou liées au développement chez vous. Ensuite, le deuxième point de complexité, c'est que les processus aujourd'hui sur la partie application, ils sont peu ou mal documentés. Si je vous demande est-ce que vous avez un listing des SDK à jour, je suppose que la réponse est non. Si vous avez déjà fait un audit de votre application dernièrement, qui a moins d'1 an, certainement non. Et donc tout ça fait en sorte que on maîtrise moins bien ce qui se passe dans l'application. Lorsqu'on demande un document, c'est souvent dans la tête du développeur ou dans la tête du PO en charge de l'application, du product owner en charge de l'application, mais il n'y a pas de matériel aujourd'hui. Et donc, il y a un retard qui a été pris en termes de documentation. Et le troisième point de complexité, c'est que c'est une technologie qui est plus complexe à maîtriser et à appréhender, et aussi à tester. On parle de développement, donc déjà, on monte d'un niveau par rapport au site web. On parle du SDK et on va le voir que c'est plus complexe aussi à analyser. Et surtout, pour tester, la CNIL, dans ses recommandations, parle d'émulateur. En fait, si on n'est pas outillé, on peut pas véritablement tester et auditer son application. On est obligé d'utiliser des émulateurs qui existent sur le marché pour vraiment vérifier ce qui se passe et pouvoir l'auditer correctement. Donc, une fois qu'on a compris cette triple complexité, il faut quand même qu'on se concentre sur le principal point de complexité technique lié aux applications. Et ça, ce sont les SDK. On en a déjà un peu parlé, mais là, on va faire un focus véritable sur les SDK et les permissions et le consentement associé. Pour rappel, et on l'a dit tout à l'heure, mais on va le rappeler, les SDK, ce sont des librairies de code qui sont compilées dans le code global de l'application pour permettre des éléments serviciels liés à votre application. Vous avez des SDK si vous avez par exemple dans votre application une fonctionnalité de géolocalisation, si vous avez des push notifications, si vous avez etc. etc. Chaque brique servicielle, vous avez certainement un SDK dédié. Et ça, c'est pas un problème. Mais souvent, ces SDK, en fait, ils sont pas codés par vous ou codés par vos développeurs, ce sont des briques externes que vous intégrez au sein même de votre application et qui vont être intégrés par les développeurs internes ou externes que vous avez mandatés pour le faire. Donc déjà, il faut avoir conscience, effectivement, de quels sont les SDK qui sont présents sur vos applications, à quoi ils servent et qui sont les partenaires derrière. Si vous repartez 3 ans en arrière, c'est exactement ce que vous avez fait sur votre site web lorsque vous avez vu les 350 cookies qui traînaient sur votre navigateur et vous vous dites, mais pourquoi j'ai autant de cookies ? Qu'est-ce que c'est que tous ces partenaires? Mais il faut faire exactement le même travail, mais sur la partie application mobile. La bonne nouvelle par rapport au SDK, c'est que c'est plus complexe techniquement, mais vous avez certainement moins de SDK et de partenaires sur votre application mobile que sur votre site web. Donc c'est plus complexe et plus dur à appréhender, mais il y a moins de volume à traiter. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Ensuite, une fois qu'on a cartographié les SDK, il faut suivre ce qu'ils font. Il faut vérifier la conformité du consentement et des permissions associées. Et là, il faut faire les tests classiques. Qu'est-ce qui se passe avant le consentement? Qu'est-ce qui se passe quand je refuse? Qu'est-ce qui se déclenche après consentement? Et de la même façon, au niveau des permissions. Et ensuite, dernière vérification qu'il faut faire, il faut vérifier l'envoi de données personnelles. Est-ce que le SDK ne surcollecte pas de données par rapport à ce que je lui demande de faire? Et est-ce que surtout, il ne réutilise pas les données à d'autres fins qui seraient potentiellement cachées et que je n'aurais pas connaissance? Donc, véritablement, pour commencer le diagnostic de votre application, il faut cartographier les SDK, suivre les requêtes associées, vérifier le bon fonctionnement de votre CMP d'IDOMI et détecter s'il n'y a pas de surcollecte de données personnelles. Et une fois qu'on a ce diagnostic, on aura ensuite des bons points et des mauvais points. Et donc, découlera un plan d'action. Et son plan d'action, il sera triple. Il y aura forcément un plan d'action côté fonctionnel. Il y aura des choses à corriger. Côté technique, il y aura forcément côté CMP, SDK, des choses à revoir par rapport à le code ou par rapport à l'intégration de la CMP, par exemple. Et comme Willy et Sébastien l'ont dit, il y aura des vérifications juridiques à faire
avec un certain nombre de partenaires, car tout SDK intégré dans votre application, vous devez avoir un contrat en bonne et due forme avec ce partenaire-là. Encore faut-il savoir quels sont ces SDK qui sont intégrés dans votre application, CF, la cartographie des SDK. Une fois qu'on a fait ce plan d'action, c'est bien, c'est-à-dire qu'on a fait l'audit, on a un plan d'action pour être prêt pour le printemps 2025, mais vous savez tous qu'un asset digital, s'il n'est pas monitoré dans le temps, il va se dégrader, votre conformité va se dégrader, et vous allez du coup perdre le contrôle sur vos applications mobiles. Donc, le gros enjeu au-delà du printemps 2025, qui est déjà le premier jalon pour être prêt, ça va être comment je vais assurer la conformité de mon application mobile dans le temps. Et ça, c'est un vrai défi. C'était déjà un vrai défi sur la partie site web et c'est d'autant plus un défi sur la partie application mobile. Donc déjà, il faut s'outiller. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas auditer une application mobile si vous n'avez pas un outil. Donc, il y aura forcément la sélection d'un outil pour le faire correctement. Deuxièmement, il faudra booster votre gouvernance. Si vous avez un plan d'action, si vous avez un programme de vérification tous les trimestres, tous les semestres, ou même une fois par an de votre application, il faut bien que quelqu'un soit en charge de ça. Et donc, il faut nommer un PO conformité application afin de piloter votre conformité applicative. Et ensuite, aujourd'hui, vous avez déjà des comités pour sûr de conformité de vos sites web ou d'autres assets digitaux. Il faut maintenant y inclure effectivement la partie application mobile pour être sûr que c'est pris au sérieux au niveau de la gouvernance digitale et au niveau conformité. Voilà sur la partie diagnostic, SDK et pérennisation de la conformité dans le temps des applications mobiles. Thomas, je te redonne la main parce que je crois qu'il y a un certain nombre de questions. Oui, il nous reste donc quelques minutes. On a pour l'instant, donc on a répondu à déjà pas mal de questions. On a 3 questions qui sont toujours en attente d'une réponse dans le chat. La première question de Rodolphe, les développeurs d'app intègrent les SDK en mode boîte noire sans pouvoir accéder au fonctionnement interne de ce SDK ni aux données utilisées par ce SDK. Donc la question, comment le développeur peut-il être responsable dans ce modèle? Je ne sais pas qui veut prendre la question. Ouais, non, ce qui est important, je pense, sur les SDK, c'est que c'est un peu comme sur les tags et sur les cookies, on peut pas se dire ah bah oui, mais je ne savais pas en fait. Donc déjà, il va falloir cartographier les SDK et savoir lesquels sont présents. Ça, c'est le listing, la cartographie. Une fois qu'il y a ça, il va falloir interroger les SDK et dire moi j'intègre le SDK pour telle fonctionnalité. Est-ce que au-delà de cette fonctionnalité qui est pour moi servicielle dans mon application, est-ce que vous utilisez les données pour je sais pas moi, booster votre algorithme, booster la géoloc, réutiliser dans d'autres cadres, etc. Donc déjà, il y a tout ce travail de cartographie, et d'interrogation et de documentation de ce qu'est fait le SDK. Ensuite, le développeur, lui, il va intégrer les SDK, paramétrer votre CMP sur votre application mobile selon vos directives. Et donc déjà, il doit suivre, comme l'a dit Sébastien, vos directives et s'assurer dans les PV de recettes que c'est bien respecté. Et s'il y a une erreur technique, effectivement, qui a des conséquences juridiques sur les données personnelles et que c'est une faute liée à une mauvaise recette unitaire, à une mauvaise compilation du code, etc., il sera responsabilisé sur sa partie technique ou sur la non-application des directives données par l'éditeur du site. Donc, c'est comme aujourd'hui, à part qu'on clarifie, comme l'a dit Sébastien et Willy, les rôles, les responsabilités, et il faut que ça soit clairement indiqué dans le contrat qui lie l'éditeur de l'application avec le ou les développeurs associés. Pour compléter, dans les démarches et les échanges qu'on a eu avec la CNIL en préparation, son point est de nous dire, tout comme sur les cookies, sur les sites web, si on se replace en 2019, on ne doute pas du fait qu'une partie des informations n'est pas à votre disposition aujourd'hui. Ce qu'on vous demande, c'est de la demander et de chercher à l'acquérir et de créer un effet masse des questions qui vont être posées justement au SDK pour que petit à petit, il complète la documentation. Et clairement, la CNIL se place dans l'optique de se dire que si jamais on n'a pas de réponse, on peut la contacter pour lui dire qu'on n'a pas eu de réponse ou que pendant les contrôles qu'elle mènera, on pourra lui dire qu'on n'a pas eu de réponse, et charge à elle de prendre le sujet en main pour que ça change. Donc, il y a une vraie volonté de la part du développeur, de la part du
Aujourd'hui, on est au début d'une histoire et petit à petit, ce sera de plus en plus facile. Et replongeons-nous 4 ans en arrière, c'était quand même pas si simple quand on attaquait un site web, déjà de se demander quels étaient les tags qui tournaient sur le site en dehors des cookies qui étaient déposés dans le navigateur, et de se demander qui étaient les acteurs destinataires des flux de données qui pouvaient éventuellement en résulter. Donc voilà, step by step. Ouais, vraiment d'un côté pratique, je pense qu'il faut insister sur le côté documentation, c'est-à-dire au moins dire qu'on a essayé de regarder les emails de communication, etc., pour montrer au moins un peu de bonne foi, si toutefois on n'a pas réussi à obtenir les informations qu'on souhaitait. Il y a une question de Marine, et c'est un peu en écho avec une autre question qui avait été posée, peut-être plus pour toi, Willy, sur le périmètre, le champ d'application des recommandations. Est-ce que pour les applications qui sont internes ou par exemple les applications qui sont plus orientées vers du B2B, est-ce que ces recommandations de la CNIL s'appliquent? Alors oui, pour répondre, donc il y a toujours ces deux aspects, hein. Il y a la conformité à l'article 82 sur les traceurs et puis il y a la conformité au RGPD. Dans l'article 82 sur les traceurs, il n'y a pas de distinction entre B2C et B2B. Le critère, c'est effectivement l'existence d'opérations de lecture ou d'écriture dans un terminal. Et dès lors qu'il y en a, le principe, c'est le recueil d'un consentement, sauf si on tombe dans l'une des deux exceptions. Puis ensuite, bien sûr que ces recommandations, elles prennent en compte tout un tas de cas d'usage différents où il peut parfois y avoir effectivement des recueils de consentement parce qu'on va collecter de la donnée sensible, on va collecter de la donnée sur des mineurs et donc là, elles doivent s'appliquer différemment selon les cas d'usage, mais cette recommandation pratique, effectivement, elle a un intérêt aussi pour les applis dans le B2B. Et sur les applis internes, Willy, il y avait aussi une question. Sur les applis internes à destination des employés potentiellement. Là, de nouveau, hein, c'est le cas vis-à-vis des employés. Si vous avez des opérations d'accès ou de lecture au sein de leurs terminaux, vous devez aussi mettre en place des dispositifs de recueil du consentement. Et donc, à ce titre, à cet égard, cette reco, elle est pertinente également. Et dans une optique interne, pensez bien au fait que des traitements de données qui peuvent entraîner une certaine surveillance des effectifs qui travaillent pour vous, je pense notamment à des fonctionnalités de géolocalisation de vos équipes qui interviendraient sur le territoire français. Ces traitements-là doivent de toute façon faire l'objet d'une consultation auprès de vos représentants du personnel. Donc, il y a des couches de complexité complémentaires qui apparaissent sans forcément enlever des éléments et des diligences à mener. Donc, c'est à la limite plus compliqué pour une appli interne que pour une appli externe en réalité. Peut-être... alors, sur la question du focus sur les permissions, je pense qu'on a été quand même assez complet. Je précise que il y aura un replay de ce webinaire qui sera disponible. Donc, on pourra revoir éventuellement cette partie-là si des éléments ont été manqués. Mais je pense qu'on a fait quand même un focus sur les permissions qui était suffisamment complet pour qu'on n'ait pas tout de suite à y revenir. Peut-être pour clore cette session, à moins que j'ai oublié une question, un peu à tous les trois, je poserai la question de France Aurélia, qui est les entreprises n'ayant pas de DPO, que recommandez-vous? Est-ce qu'il y a une documentation, un site ou toute autre manière de se faire accompagner? Et au part, j'introduis même la réponse, c'est que vous êtes tous les trois concernés par un accompagnement recommandation. Je vous laisse peut-être répondre et expliquer un peu comment ça peut se passer. Je prends le premier niveau de réponse peut-être. Vas-y Sébastien. Alors, la première question que vous avez à vous poser, c'est est-ce qu'il est normal ou pas que vous ayez un DPO de manière générale, donc en dehors de ce contexte applicatif. Attention, il y a des critères sur les traitements de données à grande échelle, sur l'utilisation des catégories particulières dites sensibles de données, ou alors le fait de procéder à des traitements sur des personnes vulnérables qui doivent vous conduire à vous poser des questions de manière générale.
Ensuite, une fois que j'ai dit ça, dans le contexte applicatif, là, ce qu'on est en train de drafter ou d'essayer de vous expliquer, c'est qu'il y a un environnement de conformité qui se crée et qui va s'imposer. Donc, est-ce que nommer un DPO externe est obligatoire ou pas? Peut-être pas. En tout cas, comme pour tout traitement de données, et là, vous voyez que je ne prêche pas forcément pour ma paroisse, hein, mais comme pour tout traitement de données, vous devez avoir quelqu'un qui est en charge de la conformité sur les traitements de données à caractère personnel. C'est une étape obligatoire importante. Alors, il peut avoir plusieurs casquettes différentes, mais il faut que vous ayez quelqu'un qui s'assure du fait que vous respectez ces recommandations. Et suivant les cas, eh bien, vous allez avoir des éléments qui vont relever plutôt du domaine du conseil juridique de haut niveau, de la capacité à mener les traitements, et là je laisserai Willy développer, des éléments d'auditabilité technique et de respect des conditions technologiques d'implémentation des traitements, et là je laisserai Guillaume en parler. Et moi, en tant que DPO, ce que j'ai à vous dire, c'est que cette recommandation, elle introduit un niveau d'exigence en termes de documentation qui est assez fort. Donc, dès lors que vous traitez des données de personnes vulnérables, des données à grande échelle, des données dans le cadre de la publicité ciblée, pensez bien à bien documenter les choses. Et pour ça, je vous conseille effectivement de le faire avec quelqu'un qui ne va pas tâtonner et qui va du coup savoir ce qu'il faut documenter, et donc de le faire avec un DPO interne ou externe. Moi, comme recommandation, ça va être très simple et très rapide. Il faut s'y mettre tout de suite. En fait, que vous le fassiez en interne, en externe, de manière accompagnée, avec vos juristes internes, avec un DPO externe, avec un conseil externe parce que vous vous sentez pas à l'aise, vous devez lancer effectivement un plan de diagnostic de votre application dès à présent, ou si vous n'avez pas le temps d'ici la fin d'année, le prévoir dans la ligne budgétaire et dans le plan d'action de Q1 2025. C'est indispensable, à la fois soit pour réserver un budget parce que vous avez besoin d'aide externe, soit pour réserver les ressources en interne, IT, développeurs, DPO et la partie métier digital qui est indispensable dans les vérifications qui doivent être faites. Et je laisse Willy sur la partie juridique compléter. Et j'irai dans le même sens que Guillaume pour des raisons différentes, parce que vous m'appelez en général, parce que la CNIL se présente soit aux portes de votre entreprise ou à effectuer un contrôle en ligne. Mais c'est trop tard, Willy. Il faut t'appeler avant, en fait. Il faut t'appeler avant. Exactement. Mais c'est dans cette perspective, en tout cas, que je vais vous prononcer ces mots. La CNIL a envoyé un signal qui est très clair. À tout l'écosystème. Elle vous a accompagné, elle a engagé un processus de consultation publique. Fait rare, elle a même justifié dans son communiqué de presse ce qu'elle avait repris des contributions à la contribution publique. À la consultation publique, pardon. Donc, on va progressivement vers la phase de contrôle et de sanction de cette recommandation. Donc, vous devez prendre ce sujet au sérieux et vous devez, et Guillaume, merci de m'avoir interrompu parce que ça n'est pas qu'un travail de pompier, c'est un travail d'anticipation, prendre en compte non seulement une dimension opérationnelle dans votre plan de mise en conformité, mais aussi une stratégie de défense lorsque la CNIL viendra inspecter votre conformité à la fois à la législation e-privacy et au RGPD. Et pour ça, effectivement, on a le recul de ce que l'on a fait à l'époque pour les cookies. Donc, entourez-vous, démarrez rapidement et effectivement, négociez auprès du niveau le plus élevé de la direction de votre entreprise un budget pour effectivement vous conformer à cette recommandation pratique. Guillaume et Sébastien l'ont bien expliqué, c'est un écosystème complexe, plus difficile à maîtriser que l'environnement web, et donc il y a beaucoup de travail à faire, donc ne perdez pas de temps. Voilà le dernier message que je voulais vous donner. Je pense que vous êtes tous alignés là-dessus, donc ne pas perdre de temps, commencez dès aujourd'hui à vous saisir du sujet. Comme je l'indiquais, donc le replay sera disponible et envoyé aux personnes qui se seront inscrites. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois, Willy, Sébastien, Guillaume, merci beaucoup. C'était très complet. Je crois qu'on voit un peu plus clairement ce qui se dégage de ces 98 pages. C'est un gros sujet. On va continuer à garder un œil là-dessus. Et puis, on fera peut-être un suivi à la suite de la période de contrôle
de la CNIL. Donc peut-être un autre webinaire à suivre dans quelques mois pour voir un peu les résultats. Merci beaucoup Thomas. Merci à tous. Bonne journée. Et bonne fin de journée. Au revoir.